Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette discussion autour du libre-échange en Europe. L'idée étant, c'est vrai qu'à la conf, historiquement, on a toujours été en pointe dans le combat contre le libre-échange, mais très souvent dans ses dimensions intercontinentales, hein. Le GATT, plus récemment le TAFTA, CETA, à l'avenir le GEFTA, l'accord de libre-échange en préparation avec le Japon, etc., puisqu'ils se multiplient. Là, il s'agirait de parler de finalement la zone de libre-échange la plus aboutie au monde, hein, qui est le marché unique européen, et des traités qui en définissent les règles. Euh, Peut-être une anecdote pour commencer, pour ancrer la discussion dans la concrétude de l'actualité syndicale et l'actualité agricole. Cette année, on est en train de finir une saison de production de pêche et nectarine. Et la France aura produit 210 000 tonnes de pêche et nectarine. Alors qu'au début des années 2000, on en produisait autour de 450 000 tonnes. Et paradoxalement, alors que la production s'est progressivement effondrée depuis le début des années 2000, eh bien, les prix des pêches et nectarines n'ont quasiment jamais été aussi bas que cette année. C'est un des problèmes liés à la libre circulation des marchandises et à la liberté des prix imposés par le droit de la concurrence inclus dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui est le nouveau nom en fait du TCE, hein, qu'on a évoqué hier en parlant de la lutte tout à l'heure plutôt, en évoquant le fait que la conf avait été engagée en 2005 contre la ratification du TCE. Eh bien, ce paradoxe-là est lié au fait qu'on est face à un énorme problème, notamment en production végétale, hein, parce que ça y est, hein, le dérèglement climatique est là. On le sent de façon extrêmement dure sur certaines productions. Je connais un producteur de fruits en Lot-et-Garonne qui, en l'occurrence, a eu à subir les assauts d'espèces d'oiseaux qui se sédentarisent puisqu'on a des hivers de plus en plus chauds. Ces oiseaux qui s'inventent un nouveau régime alimentaire et qui consomment les petits fruits au mois d'avril. On a des nouvelles espèces d'insectes, notamment un qui vient du Japon, le Drosophile Suzuki, qui trouve dans le nouveau climat européen des conditions de développement qui lui sont favorables. Ce producteur a eu à affronter le gel cette année, un gel particulièrement violent pour la date à laquelle il est survenu, hein, fin avril, à moins 3 degrés. Tout ça participe et exprime le dérèglement climatique qui est bien présent. Ce n'est pas quelque chose qui surviendra à l'horizon de 2100, comme on entend souvent, puisque c'est l'échelle à laquelle on se projette pour définir un projet de tentative de contenir l'augmentation de la température globale. Ben, tous ces dérèglements, tous ces problèmes ont des solutions techniques. Des filets anti-insectes, des filets anti-oiseaux, la lutte anti-gel, il existe beaucoup de techniques qui sont toutes extrêmement coûteuses et qui requerraient, pour pouvoir être implémentées dans la production, un renchérissement des prix qu'empêche le libre-échange en Europe et la libre circulation des marchandises, la libre fixation des prix. En fait, ce qui se passe, c'est quand il y a un déficit de production à cause de l'un des différents aspects du dérèglement climatique que je viens de citer, bien, immédiatement, une autre zone de production moins exposée vient suppléer à ce déficit de volume et empêcher finalement l'adaptation des prix des productions aux nouveaux coûts de production liés à l'implémentation de techniques pour répondre au dérèglement. C'est extrêmement problématique et il nous faut nous rendre lucides que on ne peut pas dire, il va falloir lutter pied à pied pour qu'on ne range pas l'effondrement de la production dans toute une série de productions végétales en France dans la catégorie des conséquences du dérèglement climatique, puisqu'en fait on détient les solutions pour se défendre contre ces évolutions, mais leur implémentation est empêchée par le libre-échange.
Voilà. Alors, voilà pour ancrer la chose dans l'actualité de la saison. Maintenant, la question du libre-échange en Europe, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très peu à la Confédération paysanne. On a même tendance à découvrir régulièrement dans nos luttes particulières, dans les luttes du quotidien de notre syndicat, qu'en fait, beaucoup de problèmes, beaucoup de solutions qu'on aimerait proposer à toute une série de problèmes qui se posent aux paysans sont strictement interdites par le droit de la concurrence européen. On peut par exemple évoquer la crise du porc qu'on a connue, je crois, en 2014 ou 2015, je ne me souviens plus très bien, au cours de laquelle le ministère de l'Agriculture avait décidé de convoquer les syndicats agricoles, l'industrie agroalimentaire et l'industrie de la distribution, les convoquer au ministère pour définir un prix minimum d'achat de la production aux paysans, qui était en l'occurrence de 1,40 €. Bon, c'est ce qui est sorti de la réunion, mais certains acteurs avaient boycotté la réunion, si bien qu'il n'y a pas eu de conséquences et les prix sont restés extrêmement bas et ont mis extrêmement longtemps à remonter, de sorte que beaucoup de producteurs se sont cassés la gueule entre-temps. Mais il y a eu quand même une conséquence majeure à cette réunion convoquée par Stéphane Le Foll, c'est que la Commission européenne a annoncé 1 ou 2 ou 3 mois plus tard qu'elle ouvrait une enquête contre la France pour violation de l'article 101 du dit TFUE, donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 101 fait partie du titre 3, je crois. Enfin, Morvan va nous donner quelques définitions, on va essayer de clarifier un petit peu l'historique des traités, la façon dont ils se sont empilés et leur contenu, la logique institutionnelle selon laquelle ils nous ont été imposés. Mais disons que voilà, la Commission européenne a ouvert une enquête contre la France parce qu'il est interdit formellement dans le titre 3 du TFUE de s'engager dans quelque démarche collective que ce soit qui viserait à peser sur l'évolution spontanée des prix de marché. C'est prohibé. Évidemment, dans ces conditions-là, comment la Confédération paysanne, qui défend la rémunération des paysans au travers de la rémunération, enfin au travers du prix de leur production, comment peut-on défendre le droit au revenu tel que tel qu'on s'est donné cet objectif depuis un an ou un an et demi. Il y a là un énorme problème. On peut citer un autre exemple. La crise des fruits d'été qui est survenue, en fait elle survient tous les ans, si bien qu'on peut se demander s'il s'agit véritablement d'une crise. C'est une crise pour les paysans, c'est pas une crise pour l'ordre établi, il y a une logique à ça. Une crise des pêches et nectarines, donc, où on a vu des centaines de camions chargés de fruits arriver d'Espagne, sans prix, et finalement commercialisés auprès de grossistes à 57 centimes d'euros, alors qu'on considère que le coût de production français est situé entre 1,40 € et 1,50 €. Et il se trouve que cette année-là, c'est la FNSEA, qui n'est pas une contradiction près, comme on le sait, bref, qui avait saisi l'autorité de la concurrence européenne pour se plaindre de ces prix extrêmement bas auxquels arrivaient les pêches et les nectarines sur le territoire français. Eh bien, la Commission a répondu que les marchandises circulaient librement au sein du marché unique, que les prix étaient fixés tout aussi librement, et que si la FNSEA avait à nouveau l'outrecuidance de faire perdre son temps à l'autorité de la concurrence européenne, alors, la prochaine fois, celle-ci ouvrirait une enquête contre la France et le fait que régulièrement, fin juillet, à l'occasion de chaque crise conjoncturelle qui se déclenche chaque été, le gouvernement français essaie de convaincre la grande distribution française de mettre en avant les pêches et nectarines françaises. Voilà la réponse qui a été donnée à cette problématique de distorsion de concurrence massive qu'il y a sur les productions fruitières et légumières en Europe. Alors nous, là-dedans, face à ces réalités-là, on est relativement démunis et on se borne généralement à la Confédération paysanne à dénoncer l'Europe libérale et à appeler à l'harmonisation
notamment sociale, puisque sur les productions fruitières et légumières, une large part du coût de production est constituée de la rémunération des travailleurs. Donc régulièrement, c'est vrai qu'on a eu appelé à l'harmonisation sociale en Europe, sans savoir que la dite harmonisation sociale est prohibée dans le TFUE. C'est-à-dire qu'il est, il est explicitement interdit au Conseil européen et au Parlement européen d'engager un travail dont l'objet serait l'uniformisation, enfin fiscale également, mais aussi et surtout sociale. Alors on peut se demander, ça peut paraître étonnant pour un ensemble économique qui prétend à l'intégration, mais en fait c'est parfaitement consubstantiel de la logique néolibérale. Il n'y a d'intérêt pour ceux qui tirent profit de la libre circulation des marchandises et de la liberté de fixation des prix que lorsqu'il y a des équilibres. C'est bien parce qu'il y a des équilibres qu'il y a flux, finalement. Donc voilà, on est régulièrement à la conf en train de découvrir, parce qu'il n'y a pas de culture critique du libre-échange en Europe et des traités européens, il n'y a pas de culture critique de ça dans le mouvement social, et régulièrement, on tombe, on découvre des contraintes réglementaires et légales qui rendent notre projet de généralisation de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire d'une agriculture tournée vers la satisfaction des besoins de la société et non pas qui se concevrait comme visant la compétition et la guerre économique de tous contre tous pour satisfaire les besoins. Donc il nous manque ça. Il nous faut mener ce travail. C'est l'objet d'ailleurs d'un texte qu'on a voté au dernier congrès dans le Morbihan, où on a décidé de mener un travail et de se rendre lucide finalement de l'environnement réglementaire tel qu'il est défini dans le TFUE. Et voilà, et de porter notre critique aussi là-dessus. C'est pas une chose facile parce que il y a un terrorisme intellectuel d'une vigueur particulière sur ce sujet. D'une manière générale, ce qui nous est dit et qu'on a réussi à rentrer dans bon nombre de têtes, y compris dans nos espaces politiques contestataires, hein, en quelque sorte, qu'en fait, il y a une alternative qui est indépassable, qui serait indépassable, c'est finalement le libre-échange ou l'isolationnisme et grosso modo, finalement, l'oligarchie ou le fascisme, quoi. Et ça, ce travail a été mené systématiquement avec un relatif succès et il nous faut maintenant dépasser ça. C'est une alternative qui est inacceptable, évidemment, d'une part, parce que le libre-échange, en tant qu'il dépossède politiquement les peuples, est assez largement, même s'il y a plein d'autres causes, à la source de la montée des extrêmes droites. Mais aussi parce que cette alternative-là, hein, entre préférence nationale d'un côté et libre-échange débridé de l'autre, ne laisse pas de place à notre projet de généralisation de l'agriculture paysanne, lequel projet est consubstantiel d'un projet de société autonome et démocratique qui choisit la façon, qui choisit collectivement et de façon explicite comment on vit, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi, comment, à quel coût, à quel prix, etc. Donc l'idée de la discussion d'aujourd'hui, c'est finalement c'est un des premiers actes, un des premiers prolongements de ce texte qu'on a voté au congrès de Musillac dans le Morbihan. On va commencer à discuter dans le mouvement social, dont nous avons quelques-uns des représentants ici, et à mutualiser un peu les réflexions qu'on a les uns et les autres sur ce sujet du libre-échange en Europe, sur la façon dont on peut porter ce débat auprès dans l'ensemble de la société et lutter contre et dessiner un autre projet finalement. Voilà, je vais passer le micro à Morvan, qui est secrétaire général de Solidaire Douane, qui va peut-être commencer par nous rappeler un certain nombre d'éléments importants à comprendre quant à l'histoire des traités et de leurs projets et leur dynamique institutionnelle. Puis tu développeras ensuite. Mais merci Manu. Donc,
Je vais donc compléter son propos par une toute petite introduction, et puis après j'enchaînerai directement donc, sur une intervention qui, je vous rassure, ne sera pas trop longue. Donc je me présente, donc, je m'appelle Morvan Burel, je suis secrétaire général de Solidaire Douane, donc, qui est un syndicat affilié à l'Union syndicale solidaire que ma voisine de droite connaît bien. Et donc, en tant qu'acteur du débat public et surtout compte tenu de notre positionnement professionnel, j'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises donc, sur ces questions du libre-échange, de ses méfaits sur la sphère économique et publique et des alternatives protectionnistes, puisque nous, on ose le mot, qu'il faut y opposer. Avec mon voisin de gauche ici présent, le monde étant petit, on a fondé aussi un groupe de réflexion intellectuelle qui s'appelle Chapitre 2 et qui a vocation, donc, qui s'est beaucoup intéressé donc, sur ces questions européennes en particulier, notamment lors du débat électoral de cette année. Donc voilà, donc c'est un sujet qui me paraît vraiment intéressant d'être posé de façon aussi explicite, et pour ça je remercie la Confédération paysanne d'avoir réellement, je dirais, mis les pieds dans le plat pour la première fois, d'avoir posé les termes du débat de façon aussi explicite, d'avoir mis en rapport libre-échange et Europe sans tourner autour du pot, et qui va nous permettre aujourd'hui, je dirais, peut-être d'avoir des propos dérangeants, en tout cas inhabituels pour, je pense, pour beaucoup d'entre nous, mais qui, en tout cas, de mon point de vue, est nécessaire et même quelque part complètement urgent. Parce que ces questions-là sont des questions de blocage et qui nous empêchent, à mon avis, d'aller jusqu'au bout de la cohérence de nos démarches de transformation sociale. Donc, comme Manu l'a dit, de façon très très brève, pour planter les termes du débat et pour savoir de quoi on parle, donc quand on parle d'Europe du libre-échange, c'est une histoire ancienne. Quelque part, l'Europe est une histoire du libre-échange appliqué, si on veut. Puisque dès le traité de Rome en 1957, le traité de Rome, c'est quoi ? C'est essentiellement la fondation d'une union douanière. Ça veut dire qu'entre tous les pays membres de cet espace, c'est l'abolition complète des instruments de régulation commerciale, et qui se double donc d'un tarif douanier extérieur commun, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit de douane à l'intérieur de l'espace défini, au départ l'Europe des 6, mais qu'il n'y a que des instruments douaniers à l'extérieur du dit espace. Dès 1968, donc, les droits de douane sont complètement abolis donc, au sein de l'espace européen. Et le grand coup de pied en avant, si on veut, c'est la signature du fameux Acte unique européen en 1986, qui pose les 4 libertés fondamentales: liberté de circulation des marchandises, des capitaux, des travailleurs et d'installation des prestations de services, qui va d'une simple union douanière la transformer en un véritable marché intérieur, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a l'abolition de toute forme de contrainte au marché, donc libre circulation des capitaux, les travailleurs, salariés, liberté d'établissement et de prestation de services. Donc on entre complètement dans une autre sphère qui va se compléter en 1992, comme l'a dit Manu, à l'occasion du traité de Maastricht, puisque là, le traité de Rome devient le traité instituant les communautés européennes, qui deviendra ensuite, avec le traité de Lisbonne, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui complète le traité de l'Union européenne qui, lui, traite des aspects institutionnels, fonctionnement politique, etc. Le traité du fonctionnement de l'Union européenne, le fameux TFUE, traite, lui, de l'ensemble des politiques européennes, dans laquelle on trouve donc le libre-échange, qui est institué dès les premiers chapitres et qui est répété à plusieurs reprises pour qu'on comprenne bien, et l'agriculture. Pour laquelle on répète qu'il y a une liberté de circulation des produits agricoles au sein du dit marché intérieur. Donc ce qu'on peut dire, et ce qui est réellement important, et ce sur quoi je reviendrai dans mon intervention, c'est qu'il y a réellement, et c'est le concept à mon avis fondamental, une inscription du libre-échange dans le droit. C'est-à-dire que pour la première fois, à mon avis, dans l'histoire politique du monde connu, il y a un principe économique, en l'occurrence le libre-échange, le libéralisme, qui est finalement constitutionnalisé, même si le TCE n'a pas été voté, ça revient au même. Le libre-échange est une norme légale qui s'impose à tout autre. Et comme le droit européen prime sur l'ensemble des droits nationaux, finalement, vous avez au sommet de la pyramide, la fameuse pyramide de la hiérarchie des normes, comme disent les juristes, vous avez le libéralisme qui s'impose à toute autre forme de normes juridiques. Donc ça, c'est réellement un concept très important à comprendre.
Donc voilà pour ce qui est de la courte introduction, on va dire juridico-politique. Donc moi, pour ce qu'on en pense, nous, à Solidaire Douane, pour répondre à la question qui est posée, sortir l'agriculture et l'alimentation de l'Europe du libre-échange, pour moi, il y a trois points à aborder. Le premier point, c'est qu'est-ce qui rend le libre-échange nuisible à l'économie. Le deuxième point, c'est en quoi l'Union européenne est un espace de libre-échange et donc nuisible, comme on aura essayé de le démontrer. Et puis un dernier point, quelles sont les alternatives auxquelles nous, le mouvement social, pouvons réfléchir. Donc, sur le premier point, sur en quoi le libre-échange est nuisible à l'économie, à la sphère publique, j'irai assez vite parce que je pense que le public militant le connaît maintenant déjà assez bien. Mais pour poser une question de vocabulaire, le libre-échange, c'est quoi ? C'est la dérégulation du commerce. Dit comme ça, je pense qu'on est beaucoup plus explicite. C'est-à-dire qu'un espace souverain comme l'est ou prétend l'être encore la France, vous abolissez la totalité de vos instruments souverains, en l'occurrence douaniers, de régulation du commerce sur les autres biens qui rentrent dans votre espace. Alors, ce n'est pas anodin, puisque derrière un bien, vous avez un processus de fabrication, et derrière un processus de fabrication, vous avez un ensemble de normes sociales qui font vouloir vivre ensemble. Le droit du travail, la fixation d'un salaire minimum, la protection sociale, etc. Ce sont tous des processus qui sont liés au processus de fabrication. Donc, à partir du moment où vous abolissez l'ensemble de ces normes, vous considérez que vous n'avez pas à faire de régulation lorsque des biens venant d'autres espaces souverains rentrent chez vous, vous considérez que les normes des autres espaces valent autant que les vôtres, ce qui constitue pour la France de considérer que les normes sociales du Bangladesh valent autant que les normes sociales nationales. Alors ce levier du libre-échange a été bien compris par les capitalistes qui ont bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer, c'est-à-dire de pouvoir exercer finalement grâce à lui un abaissement continu de toutes les normes, quelles qu'elles soient, sociales, fiscales, environnementales, etc. De pouvoir exercer en fait une pression permanente sur les acquis sociaux d'un espace. Et donc en fait grâce à ça, ils vont se retrouver avec un levier d'un pouvoir formidable qu'ils vont utiliser. Donc les différentes conséquences sont bien connues. Donc en dehors des délocalisations industrielles tout de même importantes, puisqu'on parle en termes de délocalisation pure de 2,5 millions d'emplois perdus par l'industrie française depuis les 30 dernières années, donc sans compter les effets induits dans la sous-traitance et les services. Vous vous retrouvez surtout avec un instrument de chantage fabuleux que les gouvernants vont utiliser pour à chaque fois justifier l'abaissement des normes sociales et qui finalement aboutit à la logique de la loi El Khomri et puis finalement des lois travail dont on nous parle encore, puisqu'il s'agit de s'inscrire en permanence dans des sphères de compétitivité par nature introuvables et qui vont justifier tout abaissement des normes connues. Pour ce qui est de l'agriculture, et pour prendre un exemple parlant, le traité libre-échange nord-américain qui est en vigueur depuis les débuts des années 90 a eu des effets extrêmement forts. Alors, des effets par exemple sur l'agriculture canadienne, on parle en même pas 5 ans, depuis entre 2006 et 2012, de la baisse de 10% du nombre des exploitations agricoles au Canada, de l'augmentation de 7% de la taille des exploitations en question, et surtout pour le Mexique, on parle depuis les années 90 de la perte de 2 millions d'emplois agricoles et d'une augmentation du prix de la denrée de base qui est la tortilla de 279%. Donc des effets qui sont évidemment très très importants. Donc pour rester sur cette logique nord-américaine, il y a pour parler des fameux traités CETA-TAFTA dont j'imagine Frédéric redira un mot tout à l'heure, vous avez finalement un dernier étage de la fusée libre-échangiste qui est inventé par leurs supporters, qui va en fait permettre, là aussi, comme on l'a dit, comme pour l'Union européenne, d'inscrire dans le marbre du droit le libre-échange, avec ces outils dont on a parlé. Donc au-delà des mesures douanières classiques, donc là on parle avec le CETA d'ouverture, d'augmentation des quotas d'importation en franchise. Donc, notamment, par exemple, on peut donner un exemple pour la viande de bœuf. On va passer de 7600 tonnes aujourd'hui à 45 000 tonnes avec la signature du CETA demain, déjà aujourd'hui. Et avec ces instruments dont vous avez tous entendu parler, les tribunaux d'arbitrage privés, la coopération réglementaire, vous allez avoir un effet levier formidable pour finalement rendre intangible, parce que vous allez l'inscrire dans le droit, le libre-échange, et finalement pour les capitalistes, contourner définitivement ce qui devient un aléa démocratique dont ils n'ont finalement plus de contraintes. Lorsqu'on liste l'ensemble des normes contraignantes
pour lesquels le Canada dispose de normes beaucoup plus faibles, hein. On parle de la qualité des aliments, on parle des OGM, on parle des pesticides, des colorants, du chlore, des hormones, du bien-être animal, etc. On se rend compte de l'immense risque qui pèse aujourd'hui sur l'agriculture et donc de la perte de cette fameuse souveraineté agricole. Donc une fois qu'on a dit ça, donc en ce qui concerne l'Union européenne, on s'étonne réellement, puisque la gauche, enfin en tout cas tout le camp de la transformation sociale a été très actif dans la critique des traités CETA-TAFTA, et à juste raison d'ailleurs, on s'étonne de son silence sur le marché intérieur européen, qui est quelque part un méga CETA-TAFTA qui fonctionne déjà, et qui fonctionne depuis longtemps de façon complètement opérationnelle, hein, avec toutes les caractéristiques dont on a pu parler. L'abaissement total des droits de douane, bon ça c'est déjà fait depuis longtemps, et puis la judiciarisation, j'insiste vraiment là-dessus, l'inscription du libre-échange dans le droit, et qui est finalement, comme on l'a dit dans cette courte introduction, complètement la caractéristique de l'Union européenne, et avec une cour de justice, en l'occurrence la Cour de justice de l'Union européenne, qui y veille scrupuleusement. Quelques arrêts, les arrêts Viking à Laval, qui sont bien connus, qui ont complètement permis où la Cour a rappelé que le libéralisme prime sur toute autre norme, en l'occurrence le droit du travail, lorsqu'il était cité. Donc ce côté libre-échangiste, le caractère libre-échangiste et les dangers pour la démocratie qu'il recèle, ils sont inscrits dans le projet européen dès le début. Hein, dès 1957, Pierre Mendès France insistait sur les dangers de privation de la démocratie qu'il y avait dans ces traités de libre-échange, c'est-à-dire à déléguer à une autorité technique toutes les questions économiques. Ça, il l'avait bien saisi. Et dès 1986, avec l'acte unique européen, Margaret Thatcher vous rappelle que cet acte unique doit donner une substance réelle au traité de Rome et raviver sa flamme libérale, libre-échangiste et dérégulatrice. Donc c'est effectivement, on peut dire que ces gens ont été des hommes politiques ou des femmes politiques en l'occurrence très efficaces, puisqu'ils ont finalement réussi à mener à bien leur projet, contrairement à ce qu'on croit, lorsqu'ils s'en donnent les moyens, ils sont tout à fait capables d'aller jusqu'au bout. Donc pour vous prendre quelques exemples sur ce que veut dire ce libre-échange en Europe, et j'insiste, son inscription fondamentale dans sa substance même. Aujourd'hui, les effets que ça produit. Aujourd'hui, la fixation des salaires minimums dans l'Union européenne varie de 1 430 € en France à 753 € en Espagne. On est déjà quasiment sur un rapport de 1 sur 2, jusqu'à 159 € en Bulgarie. Donc on imagine là tout de suite quelles sont les possibilités de dumping salarial que l'on donne aux capitalistes dans un espace qui est un espace complètement ouvert. Sachant que 159 € en Bulgarie, vous êtes sur un niveau de salaire minimum qui est inférieur à certaines régions chinoises. Pour prendre d'autres exemples, et sur les dégâts que ça a produit depuis l'élargissement, le fameux élargissement aux pays d'Europe de l'Est, processus qui a été enclenché au début des années 2000, les effets que ça a produit, vous êtes sur les écarts salariaux en Europe qui sont de 1 à 3 au début en 2004 et qui sont passés de 1 à 10 en 2010. Donc vous avez un formidable effet dumping qui est utilisé, et du coup vous avez une multitude de délocalisations. Aujourd'hui, 55% des entreprises qui délocalisent le font à l'intérieur de l'Union européenne. Donc cette réalité de libre-échange européen dont parlait Manu dans son intro, elle est réellement tangible. Alors sur des secteurs aussi variés, alors l'automobile c'est bien connu, hein, des groupes comme PSA ou Renault passent environ pour PSA entre 2005 et 2010 de 56% de production française à 35%. Pour Renault c'est même de 50 à 23%. Et pour un secteur par exemple comme le cinéma, on en parle moins, mais aujourd'hui 57% de la production de films français sont délocalisés et 70% des prestations liées au cinéma, comme les effets spéciaux par exemple, sont délocalisées. Avec un effet dumping fiscal par exemple poussé par un certain Luc Besson, qui a obtenu l'augmentation du crédit d'impôt pour les films, hein, puisqu'évidemment vous dites si vous voulez que les films restent chez nous, il faut nous augmenter nos avantages fiscaux, et tout ça crée après des pertes de recettes pour l'État. C'est des mécanismes bien connus. Pour ce qui est de l'agriculture, ça tombe bien, j'avais choisi 2 exemples qui ont été repris par le spécialiste de la table, donc je ne me suis pas trop trompé. Je perçois que mes chiffres étaient les bons, j'ai poussé un petit soupir de soulagement. Donc pour la crise du porc dont a parlé Manu tout à l'heure, on est sur un porc français qui coûte 20% plus cher que le porc allemand. Donc on en a beaucoup parlé avec la fermeture des abattoirs, les abattoirs bretons comme Gad par exemple. Et vous avez aujourd'hui un véritable dumping social et fiscal très clairement assumé par l'Allemagne, qui a recours pour la production de sa viande de porc à des salariés d'Europe de l'Est, payés au salaire de leur pays d'origine, voire à la pièce, pour des salaires qui sont à peu près aujourd'hui de 2 à 3 € de l'heure.
Donc on voit bien l'effet que ça produit. Pour les productions de pêche à laquelle Manu est très attaché, je confirme les chiffres qu'il donnait. La production d'un kilo de pêche en France coûte environ 1,30 €. Elle est vendue à 79 centimes d'euros en Espagne. Et la production française est passée en 10 ans de 450 000 à 250 000 tonnes. Donc c'est un véritable désastre arboricole. Et aujourd'hui, on en vient, les conséquences de tout ça, c'est que la France importe, alors que c'est une région productrice, 120 000 tonnes de pêche par an. Donc voilà, donc on peut nous s'étonner, toujours dans le camp dans notre... Je dirais, nous, le mouvement social, s'étonner qui est face à ces effets qui sont quand même gigantesques, on est toujours extrêmement de timidité à les aborder. Alors cette timidité, pour conclure, et puis pour terminer dans une dernière partie avec les questions qui fâchent, comme a pu le dire Manu en introduction, on sait à quoi elles sont dues, notamment la pollution du débat par l'extrême droite ou les conservateurs, et notamment en France par la question du Front National. Bon, on en arrive à des absurdités finalement, où aujourd'hui n'importe quel acteur qui va défendre l'idée européenne se retrouve de facto comme un supporter du libre-échange, et n'importe quelle critique du libre-échange et de la construction européenne va se retrouver catalogué comme nationaliste. Pour évacuer la question du Front National. Bon, comme on a pu l'entendre pendant la campagne électorale sur l'euro, c'est des positions qui sont très vasouilleuses. Ils ont parlé d'une taxe à l'importation de 30% pour tous les produits uniformément, sans nous préciser s'il s'agissait à l'entrée du territoire national ou communautaire, donc tout ça est très très flou. Et surtout, en fait, ils s'accommodent très bien, ils l'ont dit à plusieurs reprises, d'un modèle comme le Brexit. Avec le Brexit, on a exactement le modèle d'un cas qui vient complètement brouiller la question. Le Brexit, c'est quoi ? C'est finalement une sortie unilatérale de l'Union européenne poussée par les plus conservateurs des politiques britanniques, et qui sont aujourd'hui de s'apercevoir que, aussi brillants soient-ils, ils sont moins intelligents que Margaret Thatcher qui les a enfantés, puisqu'ils se sont quelque part tiré une balle dans le pied. Ce sont des ultralibéraux qui sortent d'un programme libéral qui sert leurs propres intérêts. Quelque part, ils peuvent faire parfois des erreurs aussi grandes que celle-là. Et aujourd'hui, si on suit leurs déclarations, que ce soit Theresa May ou Boris Johnson, ils n'essayent que de revenir en arrière et d'expliquer que, bon, oui, certes, ils vont sortir de l'Europe, mais surtout, ils vont essayer de rester dans le marché intérieur parce qu'effectivement, ils sont libre-échangistes, ils sont libéraux. Donc pour eux, ça n'a aucun sens de revenir à une sortie du marché intérieur qu'ils ne souhaitent pas, et que par ailleurs, les autres représentants politiques des autres États membres ne souhaitent pas non plus. Le représentant de l'Union européenne pour les négociations, Guy Verhofstadt, qui traîne ses guêtres dans les instances politiques européennes depuis des années, a dit la meilleure solution pour les deux parties serait de maintenir un accès du Royaume-Uni au marché unique. En fait, tout le monde le souhaite, et le Brexit, finalement, tout le monde empêtrait dedans, et en fait, personne n'en voulait, et ça emmerde bien tout le monde. Mais là où c'est très étonnant, c'est que vous retrouvez cette position de faire du marché intérieur au marché unique, c'est la même chose, le socle de l'Union européenne. Vous le retrouvez aussi, c'est les personnalités dites classées à gauche. Chez Paul Magnette, par exemple, qui s'est illustré au moment des débats sur le TAFTA, le représentant ou le Premier ministre, je ne sais plus quel est son titre exact, de la Wallonie, donc qui a bloqué un temps le processus de ratification du CETA, a quand même déclaré lui aussi qu'il soutient une grande Europe, une Europe espace de libre-échange et des droits de l'homme, et une plus petite Europe intégrée économiquement autour de l'euro. Donc on voit bien toujours qu'il n'y a pas d'autre possibilité dans le logiciel de ces gens de faire du libre-échange l'espace minimal. Et même aujourd'hui, Jeremy Corbyn, donc, qui est le leader de la gauche britannique, continue lui aussi d'affirmer, pour se distinguer des conservateurs, qu'il prône lui aussi le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique et l'union douanière. Donc de faire toujours du marché unique le socle minimal. Donc je vais vite terminer pour dire qu'effectivement, nous, qu'est-ce qu'on peut proposer en alternative par rapport à ça ? Si on considère, il faut être très pragmatique, je pense, sur ces questions, si on considère que le dumping social est un effet terrible qui empêche toute construction sociale d'aboutir depuis des années, il faut donc en sortir. S'il faut en sortir, on sait qu'il faut sortir du libre-échange. Et s'il faut sortir du libre-échange, puisqu'on sait maintenant que l'Union européenne est consubstantiellement libre-échangiste, que c'est inscrit dans ses traités, que c'est inscrit dans son corpus et que l'Union européenne n'est pas réformable, on est obligé de considérer qu'il faut sortir
des traités de l'Union européenne de façon immédiate, pragmatique et absolue. Que là-dessus, il n'y a pas de tergiversation possible. À moins de considérer que l'ensemble des traités depuis 1957, ce qui font l'Union européenne, est réformable, ce en quoi je ne crois pas, pour être tout à fait clair, puisque on l'a déjà vu encore dernièrement avec la crise grecque, l'Union européenne se campe fermement sur ses principes libéraux. Donc je pense qu'il faut arriver à la conclusion selon laquelle tout espace souverain, tout corpus juridique doit coïncider complètement avec un territoire sur lequel s'appliquent ces normes souveraines, et faire en sorte que aux frontières de cet espace s'appliquent des instruments douaniers de régulation du commerce qui, contrairement à ce que souhaite le Front National, doivent être un instrument extrêmement pragmatique, un outil au service du progrès social qui peut prendre différentes formes selon l'origine des produits, selon la nature des produits, les objectifs sociaux qu'on poursuit dans le commerce, puisqu'il s'agit en aucune façon d'être autarcique. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, je vais passer la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis là parce que j'ai été, et je suis content d'être là aux 30 ans de la Conf, parce que j'ai été animateur d'abord au niveau national de la CNSTP, des travailleurs paysans, de 82-85. Et ensuite, j'ai contribué à la constitution de la coordination paysanne européenne, donc un réseau d'organisations paysannes plus ou moins équivalent à la Conf dans à peu près 25 autres pays européens, de l'Union européenne ou pas de l'Union européenne, et donc qui s'est appelée la coordination paysanne européenne, et depuis 2008 qui s'est appelée la coordination européenne Via Campesina. Et entre-temps, en 1993, donc les organisations au niveau européen avaient largement contribué à la création donc, du mouvement paysan mondial Via Campesina. Donc voilà d'où je viens, et j'ai essayé de raconter cette histoire-là et de la politique agricole pendant toutes ces années dans un bouquin qui est ici. Voilà. Et avant, alors je ne sais pas si l'Union européenne a cofinancé les 30 ans de la Conf, mais si vous levez le nez, au-dessus de vous, ça ressemble au drapeau européen. Il y a un peu plus d'étoiles sans doute, mais voilà. C'était juste un clin d'œil. Alors, je vais seulement dresser en quelques traits, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites, et je vais peut-être, ou pas, c'est à vous de juger, avoir un angle de vue peut-être un peu différent ou décalé, je ne sais pas, mais on est là pour discuter. Quand j'ai reçu le programme et que j'ai vu le titre « Sortir l'alimentation et l'agriculture de l'Europe du libre-échange », point d'interrogation, j'ai été presque choqué par le titre, mais on en a discuté déjà entre nous en réunion téléphonique. Et donc plutôt que... Parce qu'on entend derrière, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit à la fin, mais on entend derrière qu'il faut sortir de l'Union européenne, quelque part. Hein. Et je suis pas de cette philosophie-là. Et je pense qu'il aurait mieux fallu dire comme titre sortir l'Union européenne du libre-échange. Et parce que si on sort l'agriculture et l'alimentation comme ça, comme à un moment donné, il a pu être dit qu'il faut sortir l'agriculture et l'alimentation de l'OMC, ça veut dire qu'on laisse les autres secteurs. L'eau peut être mondialisée, la santé peut être mondialisée, mais pas l'agriculture. Et donc, comme c'est absolument indispensable, si on veut arriver à quelque chose, d'être solidaire des autres secteurs d'activité et des autres mouvements sociaux, c'est important de tout traiter ensemble. Donc sortir l'agriculture de l'Europe du libre-échange et pas sortir la santé ou l'eau, pour moi ça n'a guère de sens. Donc, mais on était tous d'accord sur ce point-là. Et donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut sortir l'Union européenne du libre-échange, quoi. Et alors, Morvan a dit que non. Voilà, je vais développer quelques points autour de ça. Moi, d'abord, j'essaie... Il y a des questions de vocabulaire qui sont difficiles dans les débats, parce que souvent, ils sont très, très réductionnistes. Et j'essaie, moi, de jamais utiliser... Ça m'arrive bien sûr de le faire, mais de jamais utiliser le mot de libre-échange, parce que le soi-disant libre-échange que j'écris toujours avec des guillemets, c'est plus difficile à l'oral, j'écris toujours libre avec des guillemets, et c'est tout sauf libre, quoi. Il n'y a rien de libre dans ce qui apparaît de ce qui est fait
au nom du libre-échange, quoi. Et on met en face de libre-échange le mot protectionnisme. Hein. Et dès que quelqu'un est qualifié de protectionniste dans un débat européen, national ou international, il est déjà mort, quoi. Il n'a déjà plus la parole, quoi, parce qu'il est remis dans le coin, quoi. Et c'est trop facile d'utiliser un mot en isme, qui est quelque part, ça fait référence à une idéologie, donc c'est à jeter. Et en face de ça, on met le mot libre. Donc ça, tout le monde va être d'accord, a priori. Donc on part déjà dans un débat complètement faussé. Donc moi, j'essaie de ne pas utiliser le mot de protectionnisme, mais je veux bien utiliser le mot de protection. Parce que quand on parle de protection sociale, quand on parle de protection environnementale ou de protection des données, ça a plutôt une valeur positive. Et donc il faut redonner une valeur positive au mot de protection et pas lui appliquer tout de suite un qualificatif en isme qui le déconsidère dès le départ et qui empêche le débat de continuer, quoi. Et comme dit Vandana Shiva, le libre-échange, c'est le protectionnisme des puissants. Si on avait plus de temps, on pourrait expliquer comment les règles de la PAC, et notamment celles qui ont été développées à partir de 1992, en lien avec l'accord OMC, et l'accord GATT-OMC de 93-94, est une façon subtile de blanchir le dumping de l'Union européenne et quelque part est un des meilleurs instruments quelque part protectionnistes de l'Union européenne, mais ça n'a pas été vendu comme ça et c'est rarement expliqué comme ça. Mais on peut en débattre si vous voulez plus tard. Donc il n'y a pas de libre-échange en fait en agriculture et c'est expliqué par les exemples, je ne vais pas en donner d'autres, c'était largement expliqué. Et la fameuse concurrence libre et non faussée dont on parle tout le temps quand on débat de l'Union européenne, en fait, elle est ni libre et elle est faussée. Et là, ça a bien été expliqué, quand il y a des différences de salaire aussi énormes, surtout depuis l'élargissement de l'Union européenne à l'Europe centrale, ou je dirais plutôt depuis les retrouvailles européennes de 2004, eh bien c'est un marché complètement déloyal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été dit, mais je vais le dire un peu à ma façon, c'est vrai que les règles du marché unique que Morvan a bien rappelé sont intrinsèquement, se sont faites effectivement pour qu'il n'y ait pas d'harmonisation fiscale ni harmonisation sociale. Et très souvent dans les débats, on dit oui, on a le marché unique, on a un même marché, mais maintenant donc il faut avoir l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale. Et en fait, ceux qui ont poussé au marché unique, je vous conseille de regarder à ce sujet-là, c'est très intéressant, ça dure à peu près 1 heure, et c'est en français, vous le trouvez sur YouTube très facilement, c'est le film Brussels Business. Hein, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, et c'est 2 activistes qui racontent cette histoire-là, et comme ils ont découvert lors d'une action qu'en fait tout l'acte unique européen, et en fait tout le texte a été écrit par la Roundtable, le Business Roundtable, donc qui est une sorte de syndicat des grands patrons européens, hein, des grandes multinationales européennes, qui en fait n'arrêtent pas de fournir l'Union européenne en textes, même des textes très importants, et qu'en fait, l'Union européenne, ils se sont rendus compte qu'elle avait fait un copier-coller. Et ça est bien expliqué dans ce film que je vous conseille de voir. Donc, c'est pas par hasard qu'on n'a pas l'harmonisation fiscale ni l'harmonisation sociale. C'est vraiment parce que les sociétés, comme ça a été expliqué, ont besoin. Un des moteurs du néolibéralisme, c'est bien de profiter des écarts les plus grands possibles entre les règles sociales, environnementales et fiscale. Bon. Et donc, pour moi, j'ai dit dans un chapitre de mon livre, j'ai intitulé un petit paragraphe en disant « L'Union européenne néolibérale n'est pas un pléonasme ». Et pour moi, on peut avoir l'Union européenne qui ne soit pas néolibérale. Effectivement, pour ça, il faut refondre les traités, mais les traités n'ont pas été coulés pour l'éternité. Je dirais que l'Union européenne, d'un point de vue historique, est toute neuve. Et on vient de fêter les 60 ans, c'est rien. Dans un processus historique, c'est rien. Et je pense que, étant donné, si on revient un peu à plus de 100 ans en arrière, je pense que c'est fondamental
que les pays européens ne se recommencent pas à se taper sur la gueule. Et moi, je fais partie de la première génération, les historiens me contrediront peut-être, mais on n'a jamais vu 70 ans de paix entre les pays européens. Je ne sais pas quand ça remonte, mais je ne sais même pas si ça a existé. 70 ans d'affilée. Et bien sûr, les jeunes générations, c'est plus difficile à percevoir. Moi, je suis né en 1951, donc peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est quelque chose d'important et c'était un des moteurs de la création de l'Union européenne et pour moi qui reste fondamental. Et après, les autres moteurs, je ne suis pas plus d'accord avec les autres moteurs que mes collègues. Mais moi, ça me paraît important de ne pas revenir sur notre précaré national. Et personne ne nous assure que si on revient sur nos frontières nationales françaises ou allemandes ou irlandaises, on ne va pas avoir une politique néolibérale. Et donc, la question se déplace, on déplace la question sur une question de territoire. Et à la limite, même, je dirais, si la Bretagne est indépendante, on aura la même question, je veux dire. C'est la question du néolibéralisme qu'il faut attaquer. Et est-ce que c'est la question vraiment du territoire? Et est-ce que jeter le bébé de 1957, donc 1957 c'est le traité de Rome, est-ce que jeter le bébé de 57, je dirais avec l'eau du bain de Margaret Thatcher, pour moi, c'est pas la solution, quoi. Et effectivement, il y a de la place dans le débat pour ne pas être assimilé automatiquement à l'extrême droite ou au nationalisme de tout poil qu'il peut y avoir en Europe si on développe des propositions anti-néolibérales, quoi. Il y a de la place pour autre chose, mais il y a aussi besoin de beaucoup de travail justement pour mettre quelque chose à la place et de beaucoup de travail, pas seulement de la conf, mais aussi d'autres mouvements sociaux et ensemble, pour dire qu'est-ce qu'on veut à la place. Parce que c'est trop facile de dire on ne veut pas de ça, mais de ne pas proposer ce qu'on veut à la place. Et on est confronté à la même chose avec les règles du commerce international, quoi. Si un des moteurs de l'Union européenne néolibérale, c'était le marché unique, donc décidé à la fin des années 80, avant la chute du mur, et puis mis en place en 93, en fait, ce moteur-là, c'est aussi casser la figure, quelque part, parce que les années 90 et les années 2000, ça a été les belles années de la mondialisation néolibérale. Et les frontières de ce marché unique, les frontières autour de l'Europe, elles se sont dissoutes dans la mondialisation. Et donc, si bien que les moteurs qui ont été proposés, ils sont cassés, hein. Un des moteurs, c'était de faire un gros bloc économique fort face à l'Union soviétique, ça c'était avant. Celui-là, il s'est cassé en 89. Le moteur, quelque part, du marché unique, il s'est cassé dans la mondialisation et on n'a rien mis à la place. Et on n'a pas eu de débat sur qu'est-ce que c'est que l'Union européenne. Est-ce qu'on veut une Union européenne? Et si oui, pourquoi et quel sens? Et donc on arrive aujourd'hui avec, à chaque fois qu'on demande aux citoyens de voter en référendum, ils disent non, que ce soit les Français, les Hollandais, les Irlandais. Et il n'y a pas vraiment de débat de fond, et les institutions européennes n'ont rien fait pour animer ce débat, alors que c'était leur boulot. Et aujourd'hui, on a des réactions qui vont un peu dans tous les sens. Et une des choses qui me paraît importante, c'est que quand on parle de la politique agricole, donc qui est ici une politique agricole européenne, elle est formatée, comme toutes les politiques agricoles dans le monde, puisque tous les pays ont signé les accords de l'OMC, elle est formatée par les règles actuelles du commerce international, donc qui datent donc de l'accord de 1993, signé à Marrakech en 1994, qui ont conduit à la création de l'OMC. Ces règles, elles instituent ou elles amplifient les règles de libre-échange, et on a les dégâts qu'on connaît en Europe et partout ailleurs. Et ces règles, eh bien, on n'est pas d'accord avec elles, mais je ne fais pas partie de ceux qui sont contre le commerce international comme ça. On va, sauf avoir une position de retrait complètement autarcique, chacun dans sa région, puis après il faudra définir quel territoire, si c'est à l'intérieur du Limousin, ou à l'intérieur de la Charente, ou à l'intérieur de la Charente-Limousine, on ne sait pas, ou du canton. Et je pense que les échanges en tant que tels sont bien, d'ailleurs le mot échange, ça a plutôt une valeur positive. Mais après, il ne faut pas échanger n'importe quoi. Et chaque région du monde peut échanger des produits, et des produits agricoles ou des produits transformés qui donnent de la valeur ajoutée aux producteurs et qu'on ne produit pas ailleurs. Donc on peut échanger. Moi, j'ai rien contre ceux qui mangent des bananes ici ou même des produits que si on veut vendre du Roquefort à l'extérieur,
ça ne me gêne pas. C'est un produit, on peut faire de la valeur ajoutée si effectivement tout le monde est respecté dans l'accord. Mais il faut encore qu'il y ait du travail de fait, et j'en appelle à la Confédération paysanne et aussi à Via Campesina, qui pour l'instant ne veulent pas travailler là-dessus, mais ils peuvent s'en expliquer. Mais il faut travailler à d'autres règles du commerce international qui ne sont pas basées sur le libre-échange, mais qui sont basées sur ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Et c'est parce qu'on critique l'OMC, et je suis le premier à le faire, mais il faut proposer d'autres règles à la place, qui sont basées sur d'autres valeurs, plus de solidarité que de concurrence. Quand on a créé la CPE, c'était lors d'une conférence à Madrid en 1986. Le thème de la conférence, c'était « Paysans européens, concurrents ou solidaires ?» Point d'interrogation. C'était là-dessus. Donc. Et je pense aussi qu'il faut associer donc ce travail qui doit se faire au niveau international, au niveau européen, sur d'autres règles et d'autres traités de l'Union européenne, en l'associant forcément avec tout le travail local qui est fait autour des initiatives. Et ça me semble important de bien articuler les deux. Bon, c'est l'objet de débat ici, de toute façon, mais ça me paraît très important de le faire et de ne pas négliger le travail sur les politiques publiques, comme ça a pu être fait, par exemple, dans des forums, et j'ose citer Nielini Europe, où ils n'ont pas voulu faire d'atelier sur les politiques publiques. Donc, j'y étais pas, donc je ne peux pas en dire plus. Mais je trouve qu'il faut résister à la tentation, parce que c'est facile et c'est gratifiant, et on a des résultats concrets, et je suis le premier à faciliter, et on l'a fait beaucoup, toutes les alternatives locales possibles, mais il faut vraiment articuler ce travail-là qui est indispensable avec le travail sur le cadre national, européen et international. Voilà. Et à la fin, je relance évidemment toujours mon slogan, « Sois libre, échange ». Bonjour à tous et à toutes, Frédéric Vial. Je suis membre du collectif Stop TAFTA. Je suis membre d'Attac également depuis de nombreuses années et je m'occupe beaucoup des accords de libre-échange. Et je voudrais commencer du point de départ là, que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire du début, en tous les cas, d'un débat sur la question même du libre-échange. Et je crois que véritablement, la Confédération paysanne fait quelque chose de très important en faisant cela, parce que je peux témoigner effectivement, en dehors de la Confédération paysanne, que cette question-là n'est pas une question qui est réellement posée. Parce que le mouvement social, d'une manière générale, combat les accords de libre-échange les uns derrière les autres, sans s'attaquer véritablement à la racine elle-même de la question. Et certainement pas la question des accords du fait, enfin certainement pas en partant du fait que l'Union européenne est en elle-même un accord de libre-échange et sans aucun doute l'accord de libre-échange le plus abouti que nous connaissions. Là, vous le savez, concernant les accords de libre-échange, il y en a un qui va être ratifié très bientôt, qui va être très probablement ratifié par la France, dans l'état où il est aujourd'hui, en dépit de la commission Théodule qui a été nommée par Macron c'est l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Cette commission va rendre un rapport qui sera classé verticalement, dans lequel il n'y aura rien, et qui va ouvrir voie à la ratification pour la France de cet accord qui, de toute façon, a déjà été ratifié par le Parlement européen et qui s'applique provisoirement à partir du 21 septembre prochain. Les négociations avec les États-Unis redémarrent entre septembre et décembre. C'est le gouvernement américain qui le dit. Je veux dire, ce n'est pas Donald Trump, mais le secrétaire d'État chargé de la question du commerce qui le dit. Donc, ça va se faire. Et sur les mêmes bases que celles que nous connaissons et qui ont été longuement, fortement combattues par le mouvement social qui a obtenu dans ce domaine-là un certain nombre de victoires. Enfin, réussir à obtenir 3,5 millions de signatures à travers toute l'Europe de signatures contre le TAFTA, c'est quand même une victoire tout à fait importante. Le JEFTA, c'est-à-dire l'accord avec le Japon, est terminé depuis le 6 juillet. Enfin, il est terminé. Il n'est pas complètement terminé. Il est terminé sur un plan technique, on va dire. Il y a encore 2 chapitres à négocier, mais enfin, voilà, c'est dans les tuyaux. Ça mène également
celui avec le Mexique, celui avec le Vietnam, etc., etc. Nous assistons à une déferlante d'accords de libre-échange qui tous portent ce qui a été dit de manière extrêmement claire par Morvan et que je crois il faut souligner, le fait d'inscrire le libre-échange dans le droit, c'est-à-dire le fait d'inscrire que le principe de la concurrence prime sur tous les autres, mais tous. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire dans le détail. D'abord la concurrence et le reste de manière totalement accessoire et subordonnée. S'il reste de la place, on parlera de services publics. S'il reste de la place, on parlera de régulation, de régulation concernant l'agriculture. S'il reste de la place, on parlera de protection de l'environnement, on parlera d'éviter les OGM, etc., etc. S'il reste de la place, d'abord la concurrence. Et dans ces accords-là, nous avons finalement mis en place un des, je dirais, de ce qui fait la nature de l'Union européenne, c'est-à-dire le fait qu'elle est mue par le libre-échange. Je parle la concurrence. Le libre-échange, c'est la concurrence vers l'extérieur. L'harmonisation du marché intérieur, c'est la concurrence intérieure. Je pense que dans un syndicat de paysans et de paysannes, effectivement, l'harmonisation du marché intérieur, ça parle. Vous savez, les uns et les autres, ce que cela veut dire. Ce que ça veut dire en termes d'imposition de normes qui aboutissent toujours et systématiquement au même résultat, qui est ceux qui rendent impossible un certain nombre de prises de décision concernant, par exemple, le fait d'avoir une agriculture qui soit pourvoyeuse d'emploi, d'avoir une agriculture qui se soucie de l'alimentation, d'avoir une réflexion non pas seulement de la productivité, mais d'avoir une agriculture qui s'occupe beaucoup plus largement de l'alimentation de la population. Avec les principes qui sont inscrits et dans l'Union européenne au titre de l'harmonisation du marché intérieur et dans les accords de libre-échange que promeut activement l'Union européenne, on a cette impossibilité radicale de faire autre chose que d'aller vers le productivisme, puisque seule la productivité est au cœur et les principes, le cœur battant de ces accords. Alors évidemment, on peut regarder, mais Morvan l'a fait, donc là il y a 2-3 articles comme ça, mais en réalité, il y en a 10, il y en a 20 que vous pouvez retrouver. L'article 3 du traité de l'Union européenne, l'article 3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 26 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui nous disent effectivement, mais c'est les plus saillants, hein, il y en a d'autres, qui nous disent effectivement que la concurrence est l'alpha et l'oméga de l'Union européenne. À partir de là, il ne faut pas considérer, on ne peut pas considérer que l'Union européenne est en dérive. L'Union européenne fait ce pourquoi elle est faite. Elle ne fait rien d'autre. Et donc l'idée de dire qu'on va réussir à faire en sorte que l'Union européenne agisse différemment est quand même extrêmement problématique. Parce que là, il faut que nous nous posions comme mouvement social à ce moment-là la question de savoir si on dit l'Union européenne pourrait agir différemment. Il faut immédiatement que nous nous posions la question de savoir avec quelle force, comment. Et là, la réponse... Eh bien, il est certain que nous ne l'avons pas. Avec quelle force ? Avec quelle force peut-on envisager effectivement de réformer l'Union européenne et de réformer l'Union européenne au niveau européen, c'est-à-dire dans chacun des pays et au niveau européen en même temps ? Où est cette force-là, cette force militante, cette force sociale, qui serait capable, partout dans les 27, 28, 27 pays, parlant non pas 27 langues différentes, mais enfin quand même un certain nombre, militant sur le terrain, de faire avancer la situation de sorte que nous aurions en même temps, de manière simultanée, à travers tous les États membres, une force susceptible, capable de faire changer l'Union européenne de l'intérieur. Cette force-là n'existe pas, n'a aucune réalité et n'existera pas. Et il faut, je crois, véritablement